nous, si on présente des candidatures dans multiples circonscriptions, pas simplement en Lyon, c'est qu'on a des choses à dire, qu'on représente quelque chose aujourd'hui, et qu'on se situe déjà un petit peu sur l'après, qu'est-ce qu'il faut faire en termes d'opposition, il faut être clair par rapport au gouvernement qui va se mettre en place, hein, on peut le nommer comme on veut, Hollande, Hérault, j'en sais rien. Et donc déjà un petit peu sur les suites par rapport aux perspectives politiques, donc ça je pense qu'on en parlera un petit peu après. Je vais laisser Olivier parler, donc bon, environ 20-25 minutes, et puis après si vous le souhaitez, bon, soit sur les échanges, à la fois les questions nationales, voire internationales, parce que nous sommes très ouverts là-dessus, il n'y a pas de souci. Et puis peut-être plus des questions locales si vous souhaitez interpeller les candidats qui sont ce soir présents. Voilà, pour la présentation générale. C'est bon, et puis je laisse la parole en premier. Bon, alors bonjour, je m'appelle Raymond Plotz, je suis candidat sur la seconde circonscription. Alors on va me demander peut-être pourquoi je me suis présenté sur cette circonscription. Alors il y a pas mal de choses qui sont rentrées en compte concernant cette circonscription. C'est déjà l'emploi en priorité, les impôts qui n'arrêtent pas de cesser de grimper et la précarité qui s'augmente. Le nucléaire fait partie de notre politique, bien sûr, la sortie du nucléaire. On sait très bien que dans les environs, pas trop loin d'ici, on a déjà des éoliennes qui se sont installées. Pourquoi pas, dans les futurs projets, installer les éoliennes pour abandonner à jamais le nucléaire. Alors il y a encore des sujets que j'aimerais bien traiter avec vous. Il s'agit des employeurs, des entreprises, les petites entreprises qui mettent la clé sous la porte parce qu'ils ne peuvent pas, malheureusement, vis-à-vis des taxes qui leur sont imposées, maintenir leurs entreprises à fond. Donc malheureusement, il y a des aides aux petites entreprises qu'on pourrait accorder. Il y a le service public, bien sûr, que ce soit sur la deuxième circonscription, que ce soit dans Lyon, ou que ce soit sur le territoire le plus complet. On peut créer des emplois, puisque l'NPA part pour créer 1 million d'emplois quand même dans notre politique. Vous aurez le détail complet dans le programme que nous diffuserons, que vous recevrez en plus à la maison sur les professions de foi pour le détail le plus complet. Alors vous allez me dire comment on va faire tout ça. Eh bien c'est bien simple. Hein. De l'argent en France on en a, ça il ne faut pas l'oublier. Il faut bien en prendre conscience. Il ne faut pas oublier non plus qu'on est la 4e puissance mondiale. On ne peut pas dire aujourd'hui qu'il n'y a pas d'argent en France. L'argent est quelque part et nous on va aller le chercher où il est. On veut arrêter de faire payer les petits et continuer à remplir les poches des grands. Donc notre priorité est de s'attaquer directement au capitalisme, de s'attaquer aux spéculateurs et de démontrer à tout le monde que cette dette dans laquelle la dette qui nous prend au nez actuellement, c'est pas la nôtre. Hein. Ça, il ne faut pas l'oublier non plus. Hein. Ces hommes politiques, ces spéculateurs, ces banquiers, ces grands groupes nationaux et internationaux qui ont créé cette dette. Nous, on veut se battre pour qu'ils s'en occupent de cette dette maintenant. Ce n'est pas à nous de la payer. Et voilà, notre politique à nous, c'est de faire payer ceux qui ont encaissé cet argent. Alors, il est bien entendu que sur le département, il y a des grosses difficultés actuellement, vous le savez exactement, que ce soit sur la circonscription ou pas sur la circonscription. Je vous parlerai tout particulièrement de la FARG. Vous avez vu qu'un groupe qui fait des millions de chiffres d'affaires cherche à faire fermer une petite entreprise parce qu'au niveau local, elle n'est pas rentable. Je crois que là aussi, il faut taper sur la table pour interdire une fois pour toutes les licenciements. On n'a pas le choix. À un moment donné, il faut mettre les points sur les i à ces patrons ripoux qui profitent d'une main-d'œuvre payée à 3/4 du temps au SMIC. Ça, il ne faut pas l'oublier non plus. Et si ça ne rapporte pas assez, on ferme, on met la clé sur la porte. Alors, sur la circonscription, on a eu un deuxième problème concernant le chantier à Massangy d'éolien. Je ne sais pas, peut-être que certains d'entre vous ont été au courant de ce scandale que ça a fait. Ces employés ont été recrutés sur des contrats chantiers. Il a fallu attendre 3 mois de combat de ces salariés pour qu'ils aient de l'eau potable sur les chantiers. Il a fallu attendre la fin du contrat de travail pour que ces personnes reçoivent des fausses fiches de paye. Littéralement, c'est des fausses fiches de paye que ces salariés ont reçues. Ils n'ont même pas pu, à échéance de leur contrat de travail, s'inscrire aux ACDIC, parce que les papiers erronés, les papiers qu'on leur a remis, ce sont des papiers erronés. Il y a eu un travail syndicaliste qui a eu derrière, il y a même peut-être des procès qui vont être lancés malheureusement vis-à-vis de ces sociétés qui n'ont eu aucun respect des salariés et qui aujourd'hui vont être obligés quand même de rendre des comptes vis-à-vis de ces salariés. Alors vous voyez, il y a énormément de choses qui ne vont pas sur le territoire. On a voulu créer de l'emploi, on a créé n'importe quoi comme emploi sur la deuxième circonscription. On a remis en place des contrats aidés. Ça, il ne faut pas l'oublier non plus. Les contrats aidés, c'est quoi les contrats aidés? On remplit la poche du patronat par des primes, que ce soit du conseil général ou de la préfecture,
Et on donne ça jusqu'à 70 à 80% de subvention à un employeur et il peut bénéficier d'un contrat aidé. Quand je parle de contrat aidé, vous allez me dire, c'est pas d'aujourd'hui. Il y a déjà des années que ça court. Les socialistes, dans les années Mitterrand, les ont déjà créés dans les années 81 avec les fameux emplois jeunes. Aujourd'hui, sur la circonscription, qu'est-ce qu'on se retrouve? On se retrouve dans les écoles avec des personnes qui sont payées 600 € par mois sur des contrats de 6 mois à 2 ans, et au bout de 2 ans, on dit au revoir, on n'en veut plus. Et qu'est-ce qu'on fait? On retourne à la préfecture, on retourne au conseil général, on dit vous nous redonnez des aides, on en prend d'autres. Mais où est l'emploi là-dedans? J'aimerais bien savoir où est l'emploi. On est en train de masquer le chiffre du chômage dans la deuxième circonscription, comme on le fait dans le département, comme on le fait sur le territoire le plus complet. Pour vous donner un chiffre, rien que en Bourgogne, sur la Bourgogne, il y avait, il y a 2 ans, 1400 contrats aidés en 1 an. Ces gens-là repartent au chômage et on en remploie des nouveaux à chaque fois. C'est un vrai scandale. Les contrats aidés, ce sont de la supercherie que personne n'a osé dénoncer. Ces emplois aidés, qui aujourd'hui n'ont aucune autre alternative que d'aller devant la justice pour faire valoir leurs droits. Des jugements, si vous en voulez, de ces fameux contrats aidés, des jugements, il y en a un même. Voilà ce que c'est les emplois qu'on est en train de créer sur la 12e circonscription. Cour d'appel, cour de cassation, conseil des prud'hommes, voilà les emplois qu'on est en train de créer. Les salariés sont obligés de se retrouver en face de la justice pour faire valoir leurs droits aujourd'hui. Ce qui est inacceptable, ça il faut bien le reconnaître, c'est inacceptable. Aujourd'hui, chacun doit pouvoir vivre dignement avec un contrat de travail à la pointe du travail, c'est-à-dire minimum le SMIC, et bien entendu, pas un SMIC rémunéré à 1 000 € par mois comme on le fait actuellement. Nous voulons impérativement rajouter 300 € par mois à tout salarié qui touche le SMIC. Ça, c'est une impérativité et une urgence sociale qui doit être mise en place dès que nous serons en poste. Si vous nous faites confiance, et bien entendu que je compte énormément sur les citoyens pour qu'ils comprennent un petit peu la situation de la 2e circonscription qui se retrouve dans une situation catastrophique malgré un député de droite, M. Jean-Marie Roland, qui n'a aucune honte, dans un article de presse cette semaine, à s'occuper des viticulteurs et de s'occuper, que je vous dis pas le mot complet, de la couverture maladie. Attendez, c'est l'UMP elle-même qui a cassé la couverture maladie aujourd'hui. Si aujourd'hui les personnes ne peuvent pas se faire rembourser les soins, c'est uniquement de la faute de l'UMP, c'est uniquement de la faute de M. Jean-Marie Roland. Et là, je lance des accusations. M. Jean-Marie Roland, vous avez fait partie de cette bande qui a cassé le service public, qui a cassé la sécurité sociale, qui a cassé littéralement tous les acquis que nous avions précédemment. Malheureusement, M. Jean-Marie Roland, au lieu de s'occuper des viticulteurs, au lieu de s'occuper du chômage sur son territoire. Je reprendrai encore autre chose. Je reprendrai un deuxième article de presse avec M. Collet, parce que malheureusement, M. Collet, il est bien gentil, mais à un moment donné, je crois qu'il faut arrêter. M. Collet, maire PS d'Avalon, passe dans le journal d'hier. Je ne sais pas si vous avez vu l'article. Monsieur Collet veut se lancer dans la ruralité. Attendez, mais qui est-ce qui va payer? Moi, j'aimerais bien le savoir. Il ne veut pas augmenter les impôts d'un côté. Là, il va être obligé, parce qu'avec le plan d'austérité que Hollande nous met sur les fesses, c'est vous tous qui payerez les impôts pour la ruralité que M. Collet veut mettre en place. Parce qu'un hôpital, ça ne se met pas en place tout seul. Un service public, ça ne se met pas tout seul. S'ils ne veulent pas aller chercher l'argent où il est, M. Collet n'arrivera jamais à mettre ça en place. Alors quand M. Collet prétend, comme il l'a fait en janvier 2010, lors des vœux en mairie, devant la presse, devant les journalistes, qu'il ne remontera pas les impôts, qu'il trouvera une autre source de financement, malheureusement, je peux dire à M. Collet que ce jour-là, il a raconté des mensonges. Parce qu'on a vu les impôts qu'on a eu à Vallon. Ça, il ne faut pas l'oublier. Voilà un petit peu le combat que je tiens à mener sur la 2e circonscription, mais je reviendrai aussi à un sénateur qu'on a dans les environs. Il est sur le journal pareil de l'Union républicaine. On a un sénateur de droite contre qui je me suis présenté sur les cantonales. Je parle de M. Villiers, sénateur du Nouveau Centre, pardon, puisque maintenant il est sorti de l'UMP pour se présenter au Nouveau Centre. Excusez-moi, j'ai commis une gaffe. On voit que c'est une personne qui n'a été jamais capable de se prononcer sur un chantier sur son canton. Et je parle tout particulièrement du canton de Vézelay, quand il a fallu qu'il se positionne sur la création d'une carrière à Asnières-sous-Bois. Il a préféré laisser faire dans les communes une guerre de clochers, que lui, en qualité de sénateur, qui prenne ses propres responsabilités pour dire je suis pour ou je suis contre cette carrière. Personnellement, je me suis battu au cantonal sur le Vézelien. Et je me suis toujours positionné contre cette carrière. Et il y a plusieurs raisons pourquoi je me suis positionné contre cette carrière. La carrière qu'ils veulent positionner à Asnières-sous-Bois, bon, pour ceux qui ne connaissent pas, ça se situe
entre Asnières entre Clamecy et Vézelay, cette carrière, pour y avoir accès, vous sortiez de l'église, vous traversez la route pour rentrer dans la carrière. Non, mais pour vous dire, et le sénateur lui-même n'est pas capable de dire que, vis-à-vis du monument historique, de la carrière qui va mettre juste en face de eux, c'est impossible à faire. Aujourd'hui, c'est une histoire juridique qui est en place. Aujourd'hui, c'est la justice qui a pris l'affaire en main. Tout ça parce qu'un conseil général et un sénateur n'a pas voulu à aucun moment prendre ses responsabilités de dire je suis pour ou je suis contre. Voilà les hommes politiques comment ils sont, ils ne se mouillent pas, peur de perdre des électeurs au cantonal, je ne me positionne pas, je me lave les mains, débrouillez-vous. Monsieur, et sur cette circonscription-là, sur ce canton-là, il ne faut pas dire que c'est pas vrai. C'est tout ça parce qu'ils ne veulent pas s'attaquer au capitalisme, le premier responsable de l'argent qui manque aujourd'hui dans les caisses, ça il ne faut pas l'oublier. Et nous, dans la deuxième circonscription, comme sur le département complet, avec mes camarades, nous nous battrons pour aller chercher cet argent-là où il est, pour que ce ne soit pas toujours les mêmes qui payent, et ça il ne faut pas l'oublier. Parce que si ces hommes politiques sont bons à se remplir la poche avec en cumul de mandats, il ne faut pas oublier que là il y a des cumuls de mandats, en parlant de Jean-Marie Roland, là il y a des cumuls de mandats avec M. Collet. Là, il y a des cumuls de mandats avec M. Villiers. Ils ne pensent plus qu'à ça. Il n'y a plus de politique locale, il n'y a plus que les cumuls de mandats qui comptent. Nous nous battons, vous le verrez dans ma profession de foi, nous nous battons contre le cumul de mandats. Un cumul de mandats, un mandat, ça suffit largement. Cette personne qui sera élue à un mandat, quel qu'il soit, devra occuper son emploi du début à la fin, sans qu'on le voit plus nulle part. On n'est pas là pour se remplir la poche sur le dos des citoyens, ça c'est hors de question que ça se passe comme ça. Du moins pour moi, pour le SPA, je l'espère dans la totalité, mais je pense qu'on a une version commune là-dessus. Voilà les grandes lignes. Je ne veux pas t'interrompre, t'es bien lancé. C'était juste pour les pieds nus, on pourrait y revenir juste après, on va donner la parole à Olivier. Mais après, c'était juste pour le temps. Alors, juste pour conclure, aujourd'hui, vous le savez, Lyon, le grand problème de Lyon, c'est la droite. La droite est encore dans Lyon, et notre combat prioritaire sur la deuxième circonscription, dans la première et dans la troisième, c'est de sortir cette droite du département. Coûte que coûte. Aujourd'hui, il faut une politique de gauche sur le département pour développer le territoire, l'emploi et malheureusement le service public. Et la seule façon de le faire aujourd'hui, c'est de sortir la droite. Moi, je veux dire au revoir, bon voyage à M. Jean-Marie Roland. Voilà, maintenant je conclue. Je laisse la parole. On peut continuer. Bravo, moi, je vais en quelques mots essayer d'introduire un peu la discussion et l'échange qu'on aura. D'abord, en saluant tous et toutes. Le sens de ma présence, c'est évidemment de soutenir les camarades qui sont candidats ici pour les élections législatives pour le NPA. Peut-être profiter de l'occasion aussi ensemble pour célébrer cette information qui est tombée aujourd'hui et qui nous fait, bizarrement, après les élections, peut-être tous ensemble, un point commun avec Nicolas Sarkozy. C'est que l'information qui tombe aujourd'hui, c'est qu'il va se ressourcer en famille, je crois, du côté du Maroc. Donc, pour une fois, on a, je dirais, la même joie que lui, probablement, qui se ressource vraiment un maximum, le plus longtemps possible, ce sera et le plus loin possible, ce sera toujours ça de gagner. Donc moi, je vais essayer d'insister, évidemment, sur la nouvelle situation politique, évidemment, qui est en train de s'ouvrir après l'élection présidentielle, mais qui, au-delà de l'élection présidentielle, est en train de s'ouvrir par rapport à la réalité du monde qui est en train de nous rattraper, à la réalité de la crise économique et de sa gravité qui est en train de nous rattraper, par rapport à, finalement, la réalité de cette espèce de bombe à retardement sur laquelle on était assis depuis 2008, c'est-à-dire au moment où il y a eu l'explosion financière aux États-Unis en 2008, avec l'affaire des subprimes, vous vous en souvenez, et cette bombe à retardement qui explose 4 ans après, et qui est en train de montrer finalement toute la férocité de ces dégâts, puisqu'elle est en train d'exploser aux yeux des sociétés tout entières, elle est en train de faire des dégâts dans l'Europe tout entière, notamment en Grèce, parce qu'on en parle beaucoup, et qui est en train finalement de nous faire entrer un peu dans une espèce de deuxième phase de la crise économique qui est la plus dure, la plus difficile, des années après, c'est-à-dire à un moment où
on est en train d'avoir, là, je dirais, la facture sociale et économique de la crise. Avec, si on n'y fait rien, tous et tout ensemble, y compris en France, une dégradation massive des droits sociaux pour les travailleurs, ou pour ceux qui ont un emploi, ou pour ceux qui n'en ont pas, et puis un chaos politique et économique qui s'annonce devant nous. Donc ça, c'est la situation qui est face à nous. Alors quand on parle, le peu de fois où on parle de la crise économique dans le cadre de l'élection législative qui a commencé, c'est pour vous dire quoi? La plupart des partis vous disent de la crise 3 choses. C'est la crise, c'est le problème des Grecs. La solution, c'est l'austérité, alors plus ou moins, selon les versions. Et puis surtout, la crise, c'est pas un problème français. En gros, c'est ça qu'on vous raconte du côté des plus gros partis. La crise, c'est le problème des Grecs. C'est la faute des Grecs. C'est leur problème à eux. Alors on a eu l'ancienne et la nouvelle version. L'ancienne version, c'était la faute du gouvernement précédent, grec, qui avait mal géré les affaires. Alors probablement que l'ancien gouvernement grec, comme la plupart des gouvernements libéraux, il a fait plein de cadeaux aux plus riches pendant des années et des années, et il a participé à creuser les déficits, c'est probable, mais pas plus que les autres gouvernements. Et puis maintenant on a la nouvelle version. Maintenant c'est la faute du peuple grec. Et puis du mauvais goût qu'a le peuple grec de voter pour des organisations de la gauche radicale. Puisque un des bilans du scrutin qui vient de tomber en Grèce, c'est qu'il y a des organisations de la gauche radicale qui font 16, 17, 18%, et qui sont en train de marquer le score électoral à telle enseigne que peut-être que c'est eux qui seront en train de faire le futur gouvernement. Résultat des courses, dans la presse française, il y a 2 jours, alors moi j'ai pas ramené les coupons d'articles, tu m'excuseras, mais ils nous disent quoi? Que le responsable, il y a la photo du nouveau responsable de Synapismos, il le présente en disant, voilà, c'est lui qui fait trembler la zone euro. C'est lui qui met en danger la zone euro. Ça, c'est ce qu'on nous dit en France. Comme si la zone euro, elle n'était pas assez grande pour se mettre en danger elle-même. Comme si finalement la zone euro, elle n'était pas en train d'imploser, d'exploser de ses propres contradictions. La réalité, c'est que la crise des dettes souveraines en Grèce, c'est simplement qu'un épisode supplémentaire de la crise financière qui a débuté aux États-Unis en 2008. La crise financière qui a explosé aux États-Unis en 2008, c'est exactement ce qui se passe en Espagne aujourd'hui. Il y a des millions de personnes qui ont fait des emprunts immobiliers, qui ont été aguichés par des taux intéressants, et qui bougeaient sans arrêt, qui se sont retrouvés dans l'impossibilité de satisfaire ces emprunts, ils se sont retrouvés sur la paille. Ces millions de personnes se retrouvant sur la paille ont donné leurs dettes aux organismes financiers qui les avaient financés, on est d'accord. Ça a donné la dette des banques et des organismes financiers. Il y a eu partout, on s'en souvient, des plans de sauvetage pour les banques. Vous vous souvenez que là, que les capitalistes, ils n'ont même pas eu besoin de signer une pétition, pas besoin de faire une manif, même pas une de 24 heures, ils ont eu tout de suite des centaines de milliards d'euros, des centaines de milliards de dollars pour sauvegarder le système bancaire. Donc la dette des organismes financiers, à ce moment, c'est devenu quoi? Ben, c'est devenu la dette publique. Parce que ces plans de sauvetage, ça ne s'est pas fait avec de l'argent qui tombait du ciel. Ça s'est fait avec l'argent de nos impôts, avec l'argent des budgets publics. Et du coup, on a obtenu la situation actuelle où il y a la crise des dettes, pas simplement en Grèce, mais partout dans le monde. Donc, la crise en Grèce, c'est la même chose que la crise en Espagne, c'est la même chose que la crise en Grande-Bretagne, la même chose que la crise en France, c'est la crise du capitalisme, tout court. Ce n'est pas les Grecs qui en sont responsables. C'est les capitalistes du monde entier, qu'ils soient grecs, français ou qui viennent des États-Unis. Deuxièmement, quand la classe politique pendant la campagne nous explique que finalement le problème, ce n'est pas les Grecs, ils s'accordent pour nous dire que de toute façon la solution ce sera l'austérité. Comme je vous le disais, avec des variantes, plus ou moins, mais de l'austérité quand même. Vous comprenez, il n'y a plus d'argent dans les déficits, donc c'est le bon sens, il va falloir se serrer la ceinture. Sauf que cette politique-là, elle a eu une conséquence concrète, à part de nous énerver et puis de nous révolter un peu plus, c'est que les politiques d'austérité, elles alimentent la crise économique. La marque de fabrique de la crise du capitalisme financier, c'est qu'on est arrivé à bout de souffle d'une mondialisation financière qui s'était développée, redéveloppée encore, avec une illusion, c'est qu'on pourrait faire de l'argent à partir de l'argent. On est rentré dans le monde virtuel. Et la crise actuelle, elle est tellement profonde, tellement structurelle, qu'elle marque un espèce de rappel à l'ordre, violent, qui est d'autant plus violent qu'on a été loin dans le virtuel. C'est un rappel au réel, d'un système qui est à bout de souffle, qui est au bord de la rupture, qui produit des richesses mais qui n'arrive plus à les écouler, qui fait de l'achat mais qui n'a plus de vente, qui est en train de se scinder en deux. Et le problème de l'austérité, c'est quoi dans nos vies quotidiennes? Parce que nous, on part toujours de ça. C'est des plans de rigueur, c'est la baisse du pouvoir d'achat, comme ils disent, parce qu'ils n'aiment jamais parler de nos salaires, c'est le pouvoir d'achat, parce que nous, on n'est que des consommateurs, on n'est pas des producteurs. C'est des plans de licenciement, on nous retire de l'emploi, on nous fait de la précarité, sauf que quand vous faites ça, vous faites quoi? Vous privez la masse de la population, nous tous, des moyens de consommer ce que la société produit. Donc vous alimentez la récession économique elle-même. Vous alimentez la crise économique elle-même. Donc toutes les politiques qui sont nées d'austérité, elles nous envoient chaque fois un petit peu plus dans le mur encore.
Troisième aspect de la crise, alors là, tous à l'unisson, la crise c'est loin, c'est super loin de la France. Pourquoi? Parce que c'est la France. Nous c'est la France, on est français. Alors comme on est français, on est plus fort que tout le monde, ça ne nous touche pas. Parce que la Grèce c'est loin, c'est la périphérie. D'ailleurs c'est tellement loin que la France et l'Allemagne à l'unisson, en tous les cas leur gouvernement, aimeraient que ça soit un petit peu plus loin encore. Et aimeraient même carrément gicler la Grèce de la zone euro, et puis de l'Europe, et puis de les envoyer sur la Une si c'était possible. Sauf que ça, d'abord ils n'y arriveront pas. Ils n'y arriveront pas parce que pour ça, il faudrait qu'ils fassent un choix, les bourgeoisies européennes. Soit assumer un fédéralisme européen, on mutualise tout, soit revenir, et en cassant la zone euro, aux États-nations. Et entre ces deux choix-là, ils n'y arrivent pas à avancer. Donc ils ne le feront pas. Et puis par ailleurs, quand bien même ils le feraient, ça ne réglerait pas nos problèmes à nous. Hein. Les écoutez pas. Les écoutez pas, parce que les banques françaises, aujourd'hui, avec ou sans zone euro, elles sont contaminées par la crise des dettes souveraines, et notamment par la crise grecque. On estime qu'il y a à peu près 80 milliards d'euros de crédits à risque qui sont détenus par les banques françaises. Et il y a certaines banques françaises qui ont la moitié de leur chiffre d'affaires qui dépendent directement. Et pourquoi elles font ça? Parce qu'elles préfèrent spéculer à court terme sur les marchés des déficits publics, notamment en Grèce, quitte à envisager un pays qui soit complètement bord de la banqueroute et perdre un peu d'argent. Parce que c'est toujours le court terme qui prive, dans leur mentalité, dans leur façon d'envisager les choses. Donc, la situation, c'est celle-là. C'est que là, la Grèce, non seulement c'est pas la périphérie de la crise, on est au cœur de la crise. La Grèce, elle est au cœur de la crise, c'est un espèce de condensé, tout ce qui se passe d'un point de vue social et politique en Grèce, de tout ce qui est en train de se passer dans le monde. Et c'est une leçon de choses, je dis bien une leçon de choses. Une leçon de choses parce que ça vient nous redire, d'abord, ce qui se passe en Grèce, pour nous tous et toutes, peut-être un peu à l'image, même s'il ne s'agit pas de faire des copier-coller, parce que chaque période est différente, mais un peu à l'image de ce qui s'est passé dans les années 30. Ça vient nous redire ce qui se passe en Grèce, que quand il y a une crise économique de cette envergure-là, elle se double toujours d'une crise politique majeure. Ça veut dire que quand il y a des situations de crise économique de cette envergure-là, c'est l'instabilité politique qui prime. Et l'ambiance d'un pays peut changer en quelques semaines, en quelques mois. Et ça, c'est bon à savoir pour nous. Parce que quand il y a le moral un peu dans les chaussettes, du point de vue du rapport de force entre les classes sociales, entre ceux qui luttent et ceux qui gagnent, entre ceux qui sont dépossédés, ceux qui possèdent, il faut toujours se souvenir qu'y compris ici en France, dans quelques semaines, dans quelques mois, la situation sociale et politique pourrait être parfaitement bouleversée. La deuxième chose que ça vient nous redire, ce qui se passe en Grèce, c'est qu'il y a une espèce de course de vitesse, et c'est aussi l'autre résultat des urnes, entre d'un côté les idées progressistes, anticapitalistes qui veulent faire payer la crise aux capitalistes et aux capitalistes seuls, et puis de l'autre côté les idées racistes et xénophobes de l'extrême droite, carrément néo-nazis, puisque maintenant ils ont ça en Grèce. C'est-à-dire ceux qui disent à la colère populaire, vous en prenez pas ceux d'en haut, trop compliqué, essayez de vous en prendre à ceux qui sont à côté de vous. C'est vachement plus facile. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas de la même origine que vous. Ils n'ont pas la même religion que vous. C'est tellement plus facile, même s'ils sont dans la même merde que vous, même s'ils ne sont pas responsables de votre exploitation. Et ça, c'est un point commun de toutes les situations sociales et politiques auxquelles on assiste actuellement en Europe. Donc la Grèce, c'est une leçon de choses, et il faut bien comprendre que l'issue de la situation sociale et politique en Grèce aura une incidence sur la situation sociale et politique en France. C'est notre responsabilité que le peuple grec gagne sa bataille. Parce que s'il gagne ou s'il perd, ce ne sera pas la même chose pour nos batailles à nous. Nos sorts, nos destinées sont complètement liés, contrairement à ce qu'ils vous racontent la plupart des candidats dans le cadre de cette campagne législative. Donc la question qui se pose, c'est que du coup, et c'est une des premières raisons pour lesquelles on vous invite à voter pour nous, c'est qu'on pense que la campagne électorale, elle est en retard. Elle est en retard sur cette nouvelle situation politique. Elle n'est pas à l'heure. Elle n'est pas à l'heure de ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire la campagne législative en France, c'est une espèce d'after présidentiel. C'est une espèce de queue de comète. On vous demande un seul truc, c'est donner au président une majorité stable. Puis il y a les autres qui disent donner un contre-pouvoir. Point barre. Et ils parlent tous de cohabitation. Nous, la seule cohabitation qui nous inquiète, ce ne sera pas de savoir si Hollande aura telle ou telle majorité au Parlement. C'est de savoir si Hollande va cohabiter une nouvelle fois, comme l'ont fait les socialistes dans le temps, avec le règne du capital, avec les spéculateurs et les banquiers. Ça, c'est la discussion politique de fond qui nous intéresse. Parce que là, la campagne électorale telle qu'elle est, on est dans un espèce d'entre-deux. On est entre le déjà plus et le pas encore. Alors le déjà plus, c'est ceux qui sont partis. Et ceux-là, je ne vais pas vous proposer une minute de silence pour la Sarkozy, même si quand même c'est bon, parce que c'est remobilisateur, de se dire qu'ils ont payé pour tous les sales coups qu'ils nous ont fait pendant 5 ans, et toutes les victoires qu'on n'a pas réussi à gagner dans la rue. Peut-être une façon de résister, mais même différée, mais n'empêche que c'est utile, d'avoir toujours en mémoire tous ceux auxquels vraiment on tenait particulièrement, qui sont partis avec leur carton, une larme à l'œil, les guéants,
Morano, qui était vachement content, vous l'avez vu, non? Morano, elle était comme ça avec son petit nom, elle a dit, voilà, il me l'a dédicacé, qui? Nicolas Sarkozy, c'était super. Ça, c'est le déjà plus. C'est remobilisateur pour nos victoires à nous. Sauf que ça suffit pas. C'est en effet que la moitié de la manche. Et on est dans le déjà plus, mais on est dans le pas encore. Et le pas encore, c'est quoi? C'est que le fameux changement, c'est maintenant. Malheureusement, on est très loin du compte. Et il y a une espèce de lucidité dans l'air, je dirais, après la fête de la défaite de la droite, une espèce de lucidité qui s'est installée, qui est faite de bonnes et de mauvaises nouvelles. La bonne nouvelle, ou plutôt la mauvaise pour commencer par celle-là, la mauvaise nouvelle, c'est que malheureusement, même sous un gouvernement de gauche, dit de gauche, institutionnel en tous les cas, avec ou sans tous ses partenaires, ne sera pas décrété l'état d'urgence. Ne sera pas décrété ni l'état d'urgence sociale, ni l'état d'urgence écologique. C'est-à-dire que tous les sujets de préoccupation qui nous animent, nous, au quotidien, les salaires, les emplois, le logement, l'accès aux soins, les services publics, l'éducation, la santé, je l'ai dit vite fait. Mais là, la santé, il faut quand même savoir que la boucle va bientôt être bouclée. Que dans la plupart des régions, on va avoir carrément, dans les mois à venir, des hôpitaux qui vont être en cessation de paiement à cause de la libéralisation du service public hospitalier. On a mis les établissements en concurrence entre eux. Donc avec une autonomie financière qui fait que les établissements, j'invente rien, les établissements hospitaliers sont obligés de contracter des emprunts auprès de certaines banques qui sont en plus en train de faire faillite. Je pense à Dexia par exemple. Donc on estime qu'il y a 2 milliards d'euros dans le système hospitalier, on ne sait pas où on va pouvoir le prendre. Tout ça c'est des discussions du quotidien. Les soins, les retraites, la précarité, les jeunes qui sortent sans diplôme de l'école, ceux qui ont par exemple un parent ou des grands-parents à charge dans les maisons de retraite, on sait ce que ça coûte. Avec en plus des actionnaires dans les maisons de retraite qui parlent du marché de l'or gris. Ça, c'est nos préoccupations. Le plan d'urgence dont a parlé, interdire les licenciements, augmenter les salaires, développer le service public, réquisitionner les logements vides, ça ne sera pas décrété. Donc il n'y aura pas l'état d'urgence sociale. Pourtant, il y a une catastrophe sociale. Et on devrait faire comme dans n'importe quelle catastrophe, décréter cet état d'urgence-là. Il n'y aura pas l'état d'urgence écologique non plus. Et même dans la discussion sur la campagne électorale, on se demande ce qui s'est passé. Personne pour plus parler des organismes génétiquement modifiés. On ne parle plus de l'épuisement des ressources naturelles. On parle, alors carrément plus du tout, ne me demandez pas pourquoi, ça c'est un tour de magie extraordinaire du fait qu'il faille toujours diminuer par 4 les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050. L'urgence climatique, elle n'est pas partie, hein, mais elle a disparu de la campagne électorale, c'est terminé. Ne me demandez pas pourquoi, avec ou sans Sarkozy, c'est terminé. Et la sortie du nucléaire en 10 ans, ça ne sera pas non plus décrété. Donc ça c'est la mauvaise nouvelle, et je crois qu'il y a beaucoup de lucidité dans l'air. La bonne nouvelle d'un certain point de vue, c'est que s'il n'y a pas d'état d'urgence sociale, il n'y a pas non plus d'état de grâce. Et c'est la fameuse lucidité dont j'étais en train de parler. Je crois que, y compris tous ceux qui ont voté contre plus que pour au deuxième tour, sont conscients qu'il faudra une bataille, un rapport de force pour gagner quoi que ce soit dans les semaines et dans les mois à venir. D'abord parce que les socialistes au pouvoir, on sait ce que ça a donné, et puis parce qu'on connaît leur programme. On sait ce qu'ils feront, et on sait ce qu'ils déferont pas. Parce qu'ils ont en plus annoncé la couleur. On sait même ce qu'ils déferont pas, parce que des sales lois pendant 5 ans, il y en a eu. Et malheureusement, sur des sujets essentiels, même ces lois-là ne seront pas défaites. Le grand truc, là, Hollande qui arrive en disant « Ouais, machin, moi, je tiens mon engagement, retour des troupes d'Afghanistan. » Ouf! Ouf! Ça se joue à 6 mois d'écart. Hein. Puisqu'on oublie de dire quand même un petit peu trop rapidement à gauche, c'est que malheureusement, le fait que la France ait intégré le commandement militaire de l'OTAN, sous la droite, ça, la gauche, ne va même pas y revenir. Donc on reste toujours pieds et poings liés, l'impérialisme en général. Et on l'assume en tant que tel. Sur ça, on ne va pas revenir. La réforme de la carte hospitalière ou de la carte judiciaire, on ne va pas y revenir. Le service minimum, c'est-à-dire une atteinte au droit de grève contre notamment les cheminots, les enseignants, on ne va pas y revenir. Et puis il y a la multitude de lois sur lesquelles on dit on va y revenir, mais quand on regarde sur quoi on va revenir, franchement, il n'y a pas de quoi tuer personne. La LRU, par exemple, la loi qui a mis en concurrence les établissements universitaires entre eux, ils nous disent on va y revenir. Pour faire quoi? Mais attention, on ne va surtout pas toucher à l'autonomie des établissements entre eux. C'est le cœur de la loi. C'est ça qui fait qu'il y a un système à 2 vitesses. Et on peut prendre des sujets comme ça. Pareil, j'en prends qu'un dernier. L'exemple européen. Oh, le 29 mai 2005, on a dit quoi? Non à l'Europe libérale. Qu'est-ce qui est dans l'air aujourd'hui? Un truc sournois, pernicieux. Il y en a un volet qui a déjà été adopté, l'autre qui doit l'être. Ils ont mis en place un mécanisme européen de stabilité qui remplace l'ancienne institution financière européenne, mais avec plus de compétences. Sauf que les pays, pour avoir accès à l'aide financière du mécanisme européen de stabilité, auront besoin de satisfaire les critères qui auront été décidés par quoi? Le deuxième volet, le TSCG, je m'excuse, c'est toujours des termes barbares, hein, c'est fait pour qu'on n'y comprenne rien en général. En gros, le pacte européen de stabilité budgétaire.
qui lui doit être adopté, là, dans les mois à venir. Et la seule question qui va se poser, c'est de savoir, puisqu'on fait des belles annonces sur le gouvernement, ouais, soit, tant mieux pour la parité, c'est vrai. Puis il y a certaines têtes, franchement, qu'on préfère voir à celles qui étaient avant. Il n'y a pas de souci là-dessus. Y compris quand on lui dit, mais il y a même des partisans qui étaient des partisans du nom de gauche dans le gouvernement. Montebourg, Taubira, tout ça. Soit. Mais moi, la question que je leur pose à ceux qui sont partisans du nom de gauche dans le gouvernement, quand Hollande va ratifier ce nouveau traité-là, qui va mettre en place un mini-fonds monétaire international européen, qui va mener les plans d'ajustement structurel dans tous les pays à l'image de ce qui se passe en Grèce, ils vont faire quoi? Quitter le gouvernement ou y rester? Et Hollande, il nous dit quoi? Il va dire, ah, je vais renégocier. Il ne va rien renégocier du tout. Il va avoir un volet supplémentaire éventuellement sur la croissance, et puis avec la croissance, ça ne réglera rien de nos vies quotidiennes. Donc malheureusement, c'est déjà ce que la gauche au pouvoir ne défera pas. Et puis aussi, on sait malheureusement ce qu'elle ne fera pas pour nous, c'est-à-dire la vraie politique dont on aurait besoin s'il y avait un vrai gouvernement de gauche, et c'est pour ça qu'on se présente, nous. Je vais prendre qu'un seul exemple, je vais pouvoir vous en faire 10 000. Il y a par exemple, pendant toute la campagne des présidentielles, on s'en souvient, vous avez vu, ça a été l'avènement un peu des pères Larrigueur et puis des économistes de tout genre. Ils arrivaient sur les plateaux, ils prenaient tous les candidats les uns derrière les autres et ils les faisaient transpirer sur les plateaux télé. Vous vous souvenez de ça? Ils arrivaient en disant, mais là tu annonces une mesure de 500 millions, comment tu finances? Et les candidats ils transpiraient. Dès qu'il y avait une mesure un peu audacieuse pour la population qui dépassait le milliard ou le 2 milliards ou le 3 milliards, ils les faisaient transpirer. Et nous ça nous parlait. Parce que de toute façon, dès que ça parle en dizaines de milliers d'euros, déjà on est largués. Donc évidemment en milliards, mais c'est rien, c'est que dalle. La réalité des courses, c'est que chaque année, il y a 200 milliards d'euros, je dis bien 200 milliards d'euros, qui sont volés par une minorité de riches à la majorité de la population. 200 milliards, on n'invente rien, c'est les chiffres officiels. Sous forme d'exonération de cotisations sociales, de subventions publiques, de cadeaux fiscaux en tout genre. Et en 30 ans, il y a 10% du PIB, 10% des richesses annuelles, qui ont été finalement un vrai transfert de revenus, qui sont passés de la poche de la majorité de la population au coffre-fort des capitalistes. Et nous, on a une chose simple à dire, c'est que on n'est pas plus con que les capitalistes. Donc si les capitalistes, avec la complicité des différents gouvernements, ont été capables de nous voler cet argent, enfin voler, non, pardon, c'était légal, de nous prendre cet argent-là, alors on doit être capable de le récupérer. Enfin moi je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas capable de reprendre dans un sens qu'on nous a pris dans l'autre. Ça devrait être ça, et ça malheureusement, on sait que ça ne figure pas au programme. Donc la question, et c'est la deuxième raison pour laquelle on vous invite à voter pour nos candidats, et nos candidates, c'est qu'on essaye, nous, un peu à l'image de ce qu'on a défendu avec Philippe Poutou dans la campagne présidentielle, de replanter dans le décor politique 3 drapeaux qui, d'après nous, vont disparaître si on ne les défend pas. Le drapeau de l'anticapitalisme, le vrai, le drapeau de la démocratie directe, et puis le drapeau de l'internationalisme. L'anticapitalisme, le vrai, je viens d'en parler, j'insiste pas là-dessus, un exemple quand même peut-être près, c'est qu'il y en a maintenant qui reparlent d'anticapitalisme à gauche, qui parlent de taxer les profits, répartir les richesses, il y en a de plus en plus. Il y a 10 ans, on n'était pas nombreux à le dire, maintenant c'est en vogue, il faut le dire et tout, il n'y a pas de souci. C'est bien de le dire, c'est mieux d'expliquer comment on va le faire, parce que sinon on raconte des histoires aux enfants. Des grandes histoires aux enfants. Et la petite musique qui consiste à dire actuellement, moi simplement parce que j'ai de la volonté politique, une fois que je serai élu au pouvoir, avec ma bonne majorité au Parlement, je vais aller voir le capital, dans les yeux, et je vais lui faire la misère, simplement en l'endormant, par un tour de passe-passe, qui consiste à aller voir le capital en lui disant, regarde, comme on fait dans mon quartier, dans le 18e arrondissement, certains magiciens, ils font ça, là, vous savez, sur les cartons, ils font comme ça, ils vont voir le capital, ils vont dire, regarde ma main, regarde, tu vois ma main, elle est là, et puis pendant ce temps, avec l'autre main, je vais dans la poche du capital et je leur tire des profits. Et le capital se bougre, et regarde sa poche, il y a une partie de ses profits qui est partie, il s'est fait avoir, mais comme le capital est bon joueur, il dit, c'est pas grave, c'est de bonne guerre, on va renégocier dans quelques semaines sur la table ronde des négociations entre partenaires sociaux. Dans la vraie vie, ça ne se passe pas comme ça. Parce que le capital, vous l'avez compris, au NPA, on ne le porte pas dans notre cœur, mais en général, il a un mérite, c'est que le rapport de force, il connaît. Et le capital, quand vous allez le voir comme ça, en pensant soit l'endormir, soit le séduire, il va dire, écoute, tu veux mon argent? Tu veux vraiment mon argent? Viens, viens prendre mon argent. Mais viens, je te dis, viens. Sauf que tu n'oublieras pas un truc. Ici, je possède tout. Moi, capital, les principaux secteurs de l'économie, c'est moi qui les possède. Alors tes belles promesses, tu les mets dans ta poche, tu prends tes clics et tes claques, comment t'appelles et ton seau, et puis tu vas jouer ailleurs comme tout le monde l'a fait les d'autres dernières années, parce que le pouvoir, le vrai, c'est le pouvoir économique, c'est moi qui décide. Je vous dis ça juste pour une chose, c'est qu'on ne répartira pas les richesses dans un sens égalitaire si on ne dépossède pas le capital de secteurs clés de l'économie. Si dans un certain nombre de secteurs clés de l'économie, on n'exproprie pas carrément les intérêts privés. Et nous, on vous propose ça, qu'on soit d'accord ou pas avec l'entièreté des propositions du NPA, mais il n'y a qu'en votant pour le NPA que vous pourrez voter pour ça. Si on croit ce qu'on raconte tous sur l'envergure de la crise financière d'un côté
et l'envergure de la crise écologique de l'autre, alors il faudra au moins se mettre d'accord sur le fait que dans 2 secteurs clés, les banques et l'énergie, on y exproprie les intérêts privés. C'est-à-dire qu'on y établit des services publics qui ont le monopole de l'activité. On réquisitionne tous les opérateurs privés dans ces activités-là, et on en fait un service public qui a le monopole de l'activité. Dans l'énergie, dans la banque. Et j'insiste sur le fait d'un service public qui est le monopole de l'activité. Parce qu'un service public bancaire, par exemple, qui aurait le monopole de l'activité, ça fait beaucoup d'entendre ce mot monopole, je suis un peu gavant avec ça, mais il y a une raison. C'est que ça ne sera pas la même chose qu'un pôle public bancaire, comme certains vous proposent à gauche. Parce qu'un pôle public bancaire, moi je sais d'avance ce que c'est. Ce ne sera pas un pôle public. Ce sera un pôle public qui sera soumis à la concurrence d'opérateurs privés. Et dans un autre domaine que je connais, toute proportion gardée, la Poste, je sais comment ça fonctionne. C'est un opérateur public qui ne fonctionne pas du tout selon les règles d'opérateur public. Il est obligé d'intégrer en interne et en externe les règles des opérateurs privés, parce que s'il ne le fait pas, il est plus compétitif, il est plus rentable, et il se fait bouffer par la concurrence. C'est pour ça qu'on vous propose d'y exproprier les intérêts privés. Et si on ne propose pas ça, on raconte des histoires aux enfants. C'est ça pour nous le drapeau de l'anticapitalisme, par exemple. Il y a d'autres exemples sur lesquels on pourra revenir. Le drapeau de la démocratie directe, j'insiste pas, c'est toute la démonstration qu'on cherche à faire au quotidien avec nos candidats et nos candidates, comme on l'a fait dans la campagne avec Philippe Poutou, la démonstration concrète qu'on n'est pas condamné à laisser des politiciens professionnels, des gens qui font carrière, comme tu dis, avec je ne sais pas combien de mandats. C'est-à-dire, il ne faut jamais oublier ça, nous on est des militants. On n'est pas payé pour faire ce qu'on est en train de faire ensemble. On le fait sur notre base libre. Libre. Les autres, la plupart, ils en mangent. Et quand vous mangez de ça, vous pouvez raconter ce que vous voulez, mais tout est truqué. Tout est truqué. Et il n'y a pas de raison, mais c'est notre problème, à nous, tous, parce qu'on se connaît, on vous connaît, on nous connaît, on sait comme on est. Comme les politiciens professionnels, ils parlent bien, il y a plein de mots qui sortent de leur bouche. Et puis des fois, c'est tellement compliqué qu'on se dit finalement, la politique, c'est trop compliqué. C'est une affaire de spécialistes, et c'est tellement compliqué qu'il vaut mieux, au final, les laisser décider sans nous. Et malgré ça, sans le savoir, on cultive notre propre domination. Et bien nous, au NPA, on a plein de défauts, mais on n'a pas trouvé d'autre moyen que de chercher à mettre en adéquation ce qu'on pense avec ce qu'on fait. Et plutôt que de se lamenter à demander à des politiciens professionnels, des partis institutionnels de faire un truc qu'ils n'ont plus envie de faire, si tant est qu'ils aient déjà eu envie de le faire, c'est-à-dire de nous représenter vraiment, et bien nous, on a décidé, avec nos petits bras musclés, c'est-à-dire humblement, de nous représenter nous-mêmes, d'en faire la démonstration. Alors ouais, on a présenté un ouvrier de l'automobile à l'élection. Au début, c'était pas simple dans les premières émissions. Puis à la fin, il a crevé l'écran. Et les mêmes, je dis bien les mêmes analystes, les mêmes commentateurs. Je disais, mais regardez, qu'est-ce qu'il est mauvais. Quelle erreur de casting. À la fin, ils ont dit, mais il parle bien. Mais il a des trucs à dire, tiens, un ouvrier de l'automobile, ça bégaye pas, il peut dire des trucs sensés. Bah ouais. Nous, on le sait, tous autant qu'on est. Mais on sait à quel point c'est compliqué de prendre la parole. Ce que je suis en train de faire là, c'est tout sauf naturel. On le fait parce qu'on milite. Prendre la parole en public, c'est déjà un acte de résistance dans la société dans laquelle on est. Et c'est ça qu'on essaye de prouver, humblement, mais c'est notre marque de fabrique et c'est pas une utopie. Parce que, par ces démonstrations-là, on veut apporter des revendications concrètes qui sont vieilles comme la Commune de Paris en 1871. Interdire le cumul des mandats, t'en as parlé. Pas faire plus, par exemple, de 2 mandats dans un exécutif. Et ensuite, on doit retourner au boulot. Et laisser à sa place à ceux qu'on ne voit jamais sur les bancs des assemblées démocratiquement élus. C'est-à-dire les ouvriers, les femmes, les jeunes, les noirs, les arabes, bref, tous ceux qu'on connaît au quotidien, qu'on ne voit jamais sur les bancs de l'Assemblée nationale, pour ceux qui, par exemple, vont regarder Public Sénat le mercredi après-midi. Parce que c'est un métier. Et puisque c'est un métier, et pour que ça ne soit plus un métier, et donc plus une marchandise, on propose, oui, en effet, de plafonner la rémunération des élus. Et là, ça nous tue, parce qu'à gauche, comme à droite, le début de la campagne, et encore aujourd'hui, la grande mode, c'est le populisme. Ah, ils sont tous populistes, nous, NPA, on est anticapitalistes. On n'est pas populistes, parce que pour nous, c'est de la démagogie. Mais ils étaient tous. Tous. Ah, pourquoi? Parce que c'est le retour du peuple. Ah, ils avaient que ça à la bouche. Alors, il y avait le profil gauche, le profil droite, mais c'était le retour du peuple. Il n'y en a pas un ou pas une pour proposer la rémunération des élus. Et nous, on propose de plafonner la rémunération des élus à la hauteur du salaire moyen de la majorité de la population. Puisqu'ils sont censés nous représenter, pourquoi ils gagneraient plus d'argent que nous? Alors, surtout autant de présence. Oui, autant de présence, là, je pense qu'il y en a qui auraient des sacrées surprises, ça c'est clair. Et on peut le proposer, mais c'est l'avantage, c'est que dans une de nos réunions, il y en a même un qui a proposé, par exemple, qu'on les rémunère à hauteur du SMIC. Comme ça, une fois élu, on est bien sûr qu'ils vont l'augmenter derrière. Donc il y a plein de solutions à envisager. On peut discuter du chiffre, mais en tous les cas, qui ne gagnent pas plus d'argent que ceux qui sont censés représenter, je pense que ça pourrait se discuter. Dernier drapeau, et je terminerai là-dessus, le drapeau de l'internationalisme. C'est un drapeau qui nous tient à cœur en général et en particulier, au NPA. En général pour tous les combats, parce que nous, quand il y a des peuples qui luttent, qui se dressent, qui résistent,
qui font face à des drames, à des guerres, ou qui sont en révolution. Nous, NPA, c'est notre marque de fabrique, on s'en sent solidaire. Pas simplement en mots, mais par notre action militante. Et pour nous, le drapeau de l'internationalisme, c'est un drapeau rouge, un beau drapeau, pour lequel nos anciens se sont battus, de haute lutte, dans des circonstances autrement plus compliquées. Et ce drapeau, nous on le brandit, même au moment des élections. Même si ça n'a pas le vent en poupe. Ce drapeau à gauche, il y en a plein qui sont prêts à le mettre de côté, voire carrément à le piétiner. Pourquoi? Dans l'espoir de gagner quelques voix au moment des élections. Parce que c'est pas tendance. Parce que l'heure est au Made in France. L'heure est à la frontière, à la refrontière, au protectionnisme. Ben nous, on ne mange pas de ce pain-là. Nous, vous voyez, au NPA, on se sent plus de points communs avec nos frères et nos sœurs qui sont sur les barricades en Grèce actuellement qu'avec des capitalistes français. Et on en est fiers. La seule frontière qu'on connaisse, nous, au NPA, c'est la frontière qu'opposent les exploiteurs aux exploités. Notre seule patrie, c'est celle de l'humanité. Les frontières géographiques, elles protègent de rien, je vais vous dire. Sûrement pas des idées à la con. Sûrement pas des idées racistes et xénophobes. Et puisque je parlais de la comparaison avec les années 30, même s'il ne faut jamais faire de copier-coller, il faudrait peut-être avoir de la mémoire. Et ceux qui pensent que Marine Le Pen est vachement plus laide que son père se fourrent le doigt bien profond dans l'œil pour pas dire autre chose. Pour pas dire autre chose. Parce qu'elle a peut-être changé en partie la matrice de l'extrême droite. C'est vrai qu'on n'est plus à la période old school du père, où c'était des vieux fachos à la tête qui étaient d'abord pour l'Algérie française, mais toujours libéraux. C'est-à-dire qu'ils votaient en fin de course toujours les réformes de droite. C'est vrai, elle fait autre chose. Elle vous fait quoi, Le Pen? Marine. Elle vous fait de la démagogie sur le terrain de l'anticapitalisme et du nationalisme. Marine Le Pen, elle vous fait du national anticapitalisme. C'est une vieille matrice dans l'histoire de l'extrême droite. Aussi vieille que celui des années 30. Et quand on sait comment ça s'est terminé, ça devrait peut-être faire cogiter quand même. Tout ça, et c'est la seule question qui se pose, ce drapeau de l'internationalisme, et ce sera ma conclusion, comme les autres drapeaux, c'est de le porter dans les semaines et dans les mois à venir, au-delà des élections. Parce que c'est des élections où nous vous demandons, nous, un suffrage, pour continuer à mener nos combats. Et en effet, c'est une partie en deux manches. La première est en phase d'être définitivement gagnée. On sera débarrassé de ceux dont on voulait se débarrasser, mais maintenant on va avoir affaire à quoi? Un nouveau gouvernement de gauche plurielle? Du PS et de ses éventuels alliés d'Europe Écologie Les Verts, d'une partie ou non du front de gauche, puisqu'au front de gauche, la question de participer ou pas à la majorité présidentielle fait débat, et on mènera les mêmes politiques qui ont été menées dans les plans de rigueur en Grèce et en Espagne, on le sait tous ici. À ce moment-là, on aura besoin de qui? De ceux qui à gauche sont les plus indépendants qui soient du PS. Et cherchez bien, vous n'aurez pas besoin de trop vous prendre la tête, vous allez tomber sur nous. Pour porter quoi à ce moment-là? Justement, grâce à notre indépendance, c'est-à-dire notre liberté, la proposition qu'on effectue d'ores et déjà, celle qu'on construise à ce moment-là, une opposition sociale et politique la plus unitaire qui soit à la gauche de ce gouvernement. Si on ne le fait pas, il va se passer partout ce qui se passe en Europe. La percée de l'extrême droite. Et il ne faut précisément pas laisser à Marine Le Pen le monopole de l'opposition au futur gouvernement de gauche. Et pour ça, il faudra que toutes les forces de la gauche radicale, et c'est à celles qu'on s'adresse, lutte ouvrière, le front de gauche, les organisations du mouvement social, être capables de se retrouver sur ce qui nous fédère et sur la nécessité d'établir un rapport de force qui est essentiel pour gagner sur des choses concrètes, pour résister contre les mauvais coups qui s'annoncent, et pour continuer, et ce sera mon mot de la fin, pour continuer à rêver un minimum. La politique, c'est devenu quoi? Ceux qui donnent le là, aujourd'hui, dans les élections, c'est des boîtes de communication. On nous dit que la politique, ce serait gérer froidement ce que décident les actionnaires. Et bien pour nous, la vraie politique, au sens noble du terme, c'est de ne pas renoncer à vouloir changer le monde, à changer de société, à inventer un nouveau mode de production et de consommation. Et ces idées anticapitalistes-là, on souhaite pouvoir les fédérer dans les semaines et dans les mois à venir, au-delà des élections, mais d'abord en nous donnant un mandat aussi pour continuer à avoir la force et l'énergie qu'on aura de toute façon, on en aura plus ou moins aussi en fonction du résultat. Voilà, je vous remercie.